qui n'est pas de moi, mais qui vient qui a été produite par les forces armées aux Antilles. Donc c'est ancré sur la Caraïbe et sur la cocaïne, mais ça illustre bien un petit peu les problématiques. En 2024, les forces armées aux Antilles ont procédé à la saisie de plus de 28 tonnes de produits stupéfiants dans l'ensemble de leur zone de responsabilité. S'étendant de la Floride au Brésil, la zone maritime Antilles constitue un espace considérable qui recouvre près de 138 000 km², soit 2 fois la surface de la mer Méditerranée. Partant de pays d'Amérique du Sud comme l'Équateur, la Bolivie, le Pérou, la Colombie ou le Venezuela, les produits stupéfiants prennent différentes routes, convoyés sur 2 principaux types de moyens nautiques. Des embarcations surmotorisées de type GoFast qui vont remonter les Antilles en direction de Porto Rico, la République dominicaine ou la Jamaïque afin de viser l'Amérique du Nord, et des navires de type Slow Movers, bien plus lents mais disposant de capacités d'emport plus importantes, tels que des porte-conteneurs à destination de l'Europe et de l'Amérique du Nord, des navires de pêche partant du plateau des Guyanes pour faire route vers le golfe de Guinée, ou des voiliers venant chercher les vents favorables des petites Antilles pour se diriger vers l'Europe. S'inscrivant dans le cadre de l'action de l'État en mer, les forces armées aux Antilles agissent sous l'autorité du préfet de la Martinique, délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer, et du commandant supérieur des forces armées aux Antilles, commandant de la zone maritime Antilles. Elle s'appuie sur les moyens de la Marine nationale, qui forment leur composante aéromaritime fortement impliquée et agissant avec efficacité dans la lutte contre les trafics illicites. On y retrouve les frégates de surveillance Germinal et Ventose, embarquant chacune un hélicoptère, le patrouilleur anti-Guyane, la Combattante, et le bâtiment de soutien d'assistance outre-mer Dumont d'Urville. Un navire est d'alerte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et en mesure d'agir sans délai pour mener une opération d'opportunité sur la base de renseignements. Les opérations spécifiques dédiées à la lutte contre le narcotrafic par GoFast, dénommée Caraïbes Royale, sont réalisées en haute mer 3 mois par an. Les frégates de surveillance renforcées par des équipes de commando marine et d'un avion de patrouille maritime Falcon 50 sont engagées dans ces opérations. Agissant avec fulgurance, les interceptions sont réalisées par des équipes spécialisées qui vont immobiliser le navire, le fouiller et saisir la marchandise. La coordination avec les services de renseignement, les autres administrations françaises et les partenaires étrangers est une clé essentielle du succès des opérations. Les forces armées aux Antilles agissent ainsi de concert et bénéficient d'informations transmises régulièrement par des services français, américains, néerlandais ou internationaux. Une fois la saisie effectuée, l'Office anti-stupéfiants et la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France apportent une réponse pénale au trafic. Ces capacités d'intervention ainsi que la hausse du trafic de stupéfiants ont fait de 2024 une année record en termes de saisies par les forces armées aux Antilles. 12 saisies ont ainsi été réalisées en 2024, permettant de retirer du marché plus de 28 tonnes de stupéfiants, dont une prise record de plus de 10 tonnes au mois d'août. Des quantités conséquentes qui représentent à ce jour près d'un tiers des quantités saisies dans l'ensemble de la Caraïbe. Contribuant directement à la prolifération du trafic d'armes, d'êtres humains et de contrebandes diverses, le narcotrafic est également responsable de la hausse globale de la criminalité et de la corruption qui touche une majeure partie des États caribéens. De par sa position géographique, les forces armées aux Antilles constituent ainsi un avant-poste au sein de la stratégie du bouclier définie par le Secrétariat général de la mer. Une défense en profondeur du territoire, assurée au large par les bâtiments de la Marine nationale, qui permet d'optimiser l'efficacité de la lutte contre ce fléau. Voilà pour ce petit interlude qui illustre, je pense, particulièrement bien un peu les problématiques. Alors, les Antilles, les 4 bateaux de la marine qui sont basés là-bas, c'est quasiment leur seule mission, la lutte contre le narcotrafic. Bien évidemment, ils font autre chose, mais si on met autant de moyens aux Antilles, et notamment en termes de jours de mer, parce que l'emploi d'un bateau s'évalue au nombre de jours de mer que disponible. Un bateau peut avoir 100, 110, 120 jours de mer par an.
Ben, ces bateaux-là font quasiment 90% de jours de mer pour la lutte contre le narcotrafic. Le reste, ça va être quand même s'entraîner un petit peu, faire un petit peu de relations internationales, puis d'autres missions militaires qui leur incombent. Mais on met le paquet aux Antilles et ailleurs. Le processus pour l'interception, je ne vais pas la détailler, mais globalement, il y a du ciblage qui peut être sur la base de renseignements, du renseignement qui sera fourni, ça a été évoqué par nos partenaires interalliés, qu'ils soient américains, néerlandais, colombiens ou européens. Ça peut être du renseignement français, notamment à la douane, au travers de la DNRED, Direction nationale des enquêtes douanières. Voilà. En gros, le service de renseignement de la douane. Et puis, il y a également une capacité de surveillance de nos moyens, que ce soit nos bateaux, nos avions, qui vont aller chercher le client. Un comportement suspect, un bâtiment qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ils vont aller fouiller la mer à la recherche du client. Voilà, et une fois qu'on l'a trouvé, le client, il faut l'intercepter. Vous avez vu quelques images d'interception avec nos équipes de visite, renforcées ou pas de commando. Des mesures de coercition qui sont appliquées à l'équipage, et puis suivant la décision du procureur de la République, les poursuites ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on prélève toujours la drogue et qu'elle est prélevée du circuit. Le tableau de chasse pour l'année 2024. Voilà, tous les bateaux de la marine qui ont saisi avec un petit podium. En 2024, la marine nationale a saisi 48,3 tonnes de produits stupéfiants, dont environ 40 tonnes de cocaïne. À la revente, alors c'est toujours délicat de donner un équivalent en termes d'euros par rapport à ça, mais on estime que c'est l'équivalent de 1,3 milliard d'euros qui n'iront pas financer les groupes criminels terroristes. Vous voyez que presque pour près de 60% des prises qu'on fait se font en zone Caraïbe. Un quart des saisies se font en Atlantique, et le reste c'est réparti entre principalement l'océan Indien. Et l'année dernière, on a fait une belle saisie en fin d'année 2024 dans la zone Z2 de la Polynésie française. Et vous voyez les bateaux, des grosses saisies. Ce qui est un petit peu nouveau cette année, c'est le nombre de saisies, de grosses saisies en un coup. Je vous donne l'exemple du Bouron. Il a fait une saisie 10 tonnes 7 de cocaïne en une fois. Ça, c'est un phénomène un peu nouveau. En général, les grosses quantités de cocaïne, c'était 4, 5, 6 tonnes. Là, 10 tonnes d'un coup, c'est bon. Et ça influe sur la quantité moyenne de stupéfiants saisis par. On en est à 2,4 tonnes en moyenne. Chaque saisie de marine, c'est 2,4 tonnes en moyenne. Il y a quelques années, c'était 500 kg, 200 kg, une tonne en max. Voilà. Et si on regarde un peu l'historique des saisies de marine nationale sur les dernières années, vous voyez 2024 avec ses 48 tonnes, alors que au moment des années 2010, on faisait entre 2 et 5 tonnes de produits confondus, et une bonne part était du hashish et du cannabis. Maintenant, c'est la cocaïne qui est devenue la numéro 1, avec près de 40 tonnes l'année dernière. Donc voilà, l'année dernière, en 2024, Marine saisissait 40 tonnes. Dans le même temps, les forces de sécurité intérieure, donc police, gendarmerie, douane, qui sur le territoire en métropole ou ultramarin à terre, ont saisi 53 tonnes. Voilà, donc la marine confirme en fait son rôle d'entrave majeure dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le travail de la police, de la gendarmerie reste le travail en profondeur qui font tomber des réseaux. Nous, la marine, on essaie de prélever au maximum des grosses quantités avant qu'elles arrivent sur le territoire. On se place sur les flux, au plus proche des prix producteurs, et tout ce qu'on attrape en mer, c'est ça qui n'arrive pas dans nos rues et dans les veines de nos gamins. Et je vais terminer par un petit tour d'horizon des clients
de la mer nationale, alors, bon, vous avez les voiliers, notamment qui font des transatlantiques au départ d'Amérique du Sud. C'est toujours difficile sur un voilier de cacher des grosses quantités. Donc, en général, quand on tape un voilier, on trouve relativement facilement. Mais il y a toujours un risque de sabordage, notamment par le feu, quand on intervient sur des clients comme ça. Vous avez les navires de pêche. En haut, là, vous avez ce qu'on appelle la tapouille vénézuélienne. C'est le navire de pêche traditionnel du Venezuela. Et qui, au départ du Venezuela, en fait, c'est un peu va faire la tournée des îles du Caraïbe pour aller livrer sa cargaison. Donc ça, c'est des bons clients aussi. Et quasiment nos meilleurs clients, c'est les poutres en océan Indien qui partent de la zone frontalière entre l'Iran et le Pakistan et qui vont eux livrer la péninsule arabique, la Tanzanie, de hashish, de méthamphétamine, d'héroïne, principalement. Voilà. Et vous avez d'autres clients, les petits vraquiers, les supplies, les tugs, voilà, notamment des bateaux parfois assez vétustes avec des pavillons très exotiques, Kiribati, Mozambique, des choses comme ça. Puis vous avez les cargos qui sont compliqués à fouiller parce que sur des gros bateaux comme ça, même des grosses quantités de drogue, c'est relativement facile à cacher. Et pour nos équipes de visite, il y a du boulot derrière pour aller investiguer tout le bateau. Voilà, donc ça peut prendre parfois des jours entiers pour fouiller un bateau. C'était il y a quelques années, une belle saisie là, sur un client au large des côtes africaines. Vous avez les GoFast, ça a été évoqué tout à l'heure, notamment aux Antilles. Et puis un nouveau type de client, ce qu'on appelle les SPSS ou LPV, SPSS pour Self-Propelled Semi-Submersible Vessel. Ce ne sont pas des sous-marins, c'est des bateaux qui sont conçus pour dépasser à peine de la surface de l'eau, qui sont en général pas en bleu ou en noir et qui les rendent très difficiles à détecter d'un autre bateau ou même d'un avion. Et là, ce sont des grosses quantités, donc ce sont des bateaux qui sont construits en général dans la jungle, en Amérique du Sud, en Colombie, au Brésil, comme ça, et qui traditionnellement en fait, étaient à destination des États-Unis. Mais depuis quelques années, on voit les premiers engins de ce type arriver en Europe. Voilà, donc ils traversent l'Atlantique sur des bateaux comme ça. Voilà, donc la Marine nationale, on n'en a pas encore intercepté, mais ça va certainement venir. Et je terminerai juste par quelques slides sur d'autres façons de cacher la drogue, notamment sous les bateaux. Alors vous avez l'option de la torpille magnétique, des plongeurs qui vont venir au port de départ, qui vont aller installer sous le bateau, à l'insu du bateau et de son équipage, clamper une torpille, une espèce de conteneur qui va tenir magnétique, qui va traverser l'Atlantique comme ça, qui va en Europe, et puis arriver en Europe, et un autre groupe de plongeurs qui va venir au port, tranquillement, récupérer la cargaison. Et puis ça peut être aussi caché dans les Seychelles, les espèces de zones, de locaux d'aspiration haute mer des cargos, voire dernièrement là, c'est la douane de Marseille qui a visité un bateau ici à 7 de mémoire, et ils ont trouvé une petite quantité de cocaïne cachée dans le puits de Jomière. Voilà, le puits de Jomière, c'est le puits, en fait, vous avez le safran, il y a une mèche qui sort, qui va vers l'intérieur du bateau, et autour, voilà, dedans, il y avait la cocaïne qui était planquée. Mais je terminerai juste sur un point, sur le fait que nos bateaux, nos équipages s'entraînent à l'interception et à la pratique de la visite en mer. Ça reste quand même, ça peut être dangereux. D'une part parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, on peut tomber sur des narcotrafiquants qui ont décidé de ne pas se rendre, qui peuvent être armés. Et puis on est aussi confronté à un problème du sabotage du client. Régulièrement, quand on intervient sur un client, plutôt que de se rendre, ils vont mettre le feu, ouvrir des vannes et ils vont jeter à l'eau. Donc eux, ça devient des naufragés qu'il faut aller sauver. Et puis pendant ce temps-là, le bateau coule ou prend feu. Et parfois ça peut être dangereux. L'année dernière,
On a eu 2 affaires un peu tristes. Nos partenaires du sénégalais qui ont perdu des commandos marines sénégalais qui sont partis au fond avec le bâtiment de pêche qu'ils étaient en train de visiter. Et puis dans un autre registre, vous avez pourtant des Navy Seals qui sont pourtant des troupes d'élite forces spéciales américaines qui, lors d'une montée sur un goutre en océan Indien, un des Navy Seals est tombé à l'eau. Un de ses camarades a sauté pour le porter secours, et puis les 2 sont disparus, on les a jamais revus. Voilà. Donc je vais finir sur une note un petit peu triste, mais juste pour illustrer que c'est toujours un petit peu limite, et il faut pouvoir compter sur le professionnalisme de nos marins qui s'entraînent pour ça et qui sont des vrais professionnels de la lutte contre le narcotrafic. J'en ai terminé, j'étais un petit peu plus long que prévu. Je vous remercie pour votre attention. Évidemment, on a gardé un petit peu de temps pour répondre à vos questions, en espérant que le micro va bien marcher. Je n'ai pas réussi tout à l'heure à faire fonctionner. Alors, je peux commencer avec vous, madame. Oui, voilà, au début de votre exposé, vous avez indiqué qu'une des missions de la Marine nationale était la lutte contre l'immigration clandestine. Alors, comment expliquez-vous l'intervention des navires qui sont allés repêcher des émigrants illicites? Je n'ai pas besoin de micro, merci monsieur. Si vous voulez. Entassés sur des Zodiacs chinois pourris, prêts à couler, et qui, au lieu de les ramener à leur port de départ, les ont ramenés en France. Alors, ça dépasse un peu le sujet de la conférence. Oui, mais c'était... Oui, ce que je peux vous dire, c'est que la Marine nationale lutte contre le trafic illicite de migrants. Le but du jeu pour nous, c'est notamment dans les zones Antilles, la Réunion, de faire tomber des réseaux et d'attraper des passeurs. Si vous parlez de la Manche-Mer du Nord, c'est une zone qui est complexe. Il faut savoir que les migrants qui partent des côtes françaises, en fait, on peut les appeler des migrants, des immigrants, des sans-papiers. Le droit de la mer, à partir du moment en fait, où les personnes, le migrant ou l'immigrant est en mer, il n'a pas de statut de migrant, c'est un usager de la mer. Et donc, si ces personnes sont en danger, et c'est pas partie des missions de l'action d'État en mer de sauver les gens. Et je comprends bien, monsieur, mais ce sont des gens qui sont partis des côtes de Libye et que la vedette de la Marine nationale est allée repêcher au large de la Libye. Ça ressemble à quoi? Alors, je ne suis pas au courant de cette opération. Moi, je pensais que vous parliez de la zone en Manche-Mer du Nord, les opérations en Libye. On va prendre une autre question, si vous voulez bien. On va rester sur le sujet aussi. Bonsoir et merci pour votre présentation brillante. Vous dépensez une énergie considérable et quelquefois des vies humaines pour arriver à chasser ces trafiquants, chasser en mer, chasser dans les ports. Vous êtes relayé après par les douanes aux frontières, par la police dans les rues et dans les cités, et on voit les résultats que ça donne en finale. La question qu'on peut se poser, c'est, on connaît les pays trafiquants, vous les avez cités, la Colombie, le Pérou, la Bolivie. Pourquoi ne pas considérer ces narco-États comme des pays terroristes et pas leur faire une guerre directement pour éviter la production plutôt que la distribution? Moi, j'entends votre question. Après, ça, c'est des enjeux politiques qui me dépassent largement et je ne saurais répondre à ces questions. On va essayer une autre question, madame. Moi, j'ai une question naïve. Lorsqu'on saisit une cargaison, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la détruit? Alors, on a plusieurs façons de faire. Ça dépend du type de la cargaison ou pas. Ce qu'on va privilégier, ça va être de la ramener dans un port français pour qu'elle puisse être détruite, récupérée par notamment l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, la branche de la police, et qui va la traiter et la traiter à terre.
On avait une autre question qu'on a posée tout à l'heure, c'était de savoir, vous intervenez pour la Marine nationale ou alors il y a également une autre structure donc à Brest. Est-ce que vous intervenez pour l'ensemble de la Marine? Alors moi je suis donc le chargé de domaine particulier pour l'ensemble de la Marine, mais bien évidemment c'est pas moi qui vais Mais vous coordonnez pour, on va dire chaque zone maritime a son commandant de zone maritime avec son état-major et qui œuvre dans leur zone. J'interviens plus dans un cadre, on va dire, de retour d'expérience, de doctrinal et organisationnel. Très bien. On a 3 questions, 1, 2 et 3. Bonsoir. Je voulais savoir, quand vous avez des prises de produits stupéfiants supposées, est-ce que vous avez des moyens pour les identifier formellement à bord ou vous êtes obligé de retourner à terre pour avoir des laboratoires? Non, on a des tests d'identification chimique qui sont... tous nos bateaux ont ça, qui permettent donc de s'assurer, en fait. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que c'est de la farine ou quelque chose comme ça. Non, on a des tests d'identification chimique qui garantissent le fait qu'on certifie que c'est de la cocaïne, on certifie que c'est de l'héroïne. Et du coup, ça vous limite sur les produits, par exemple les kétamines ou les autres produits que vous avez cités après, les NPS ou... Alors, les drogues évoluent, mais les tests aussi. Voilà, il y a des nouvelles références qui sortent régulièrement et on en sait un jour. Moi j'ai une question dans la continuité de la précédente. Lorsque vous intervenez sur des eaux internationales, quel est votre mode opératoire? Parce qu'il n'y a pas que vous, l'eau appartient à tout le monde. Et est-ce que différents pays interviennent là pour... Quel est votre mode opératoire à ce moment-là? Qui commande quoi? Alors, on peut avoir des opérations multinationales. C'est-à-dire qu'on peut très bien être amené à travailler de concert avec un patrouilleur des gardes-côtes américains. Voilà. En général, donc, ça c'est l'aspect international pour l'aspect détection, identification, voire intervention. Après, il y a le traitement. C'est-à-dire que quand on va placer les gens sous mesure de restriction et de privation de liberté, qu'on va passer dans la phase judiciaire sous l'action du procureur. Là, en fait, nos bateaux, nos équipages repassent ce qu'on appelle sous commandement national. C'est-à-dire que là, on reprend le moyen et le traitement va se faire en faux procès. Mais on travaille avec nos partenaires alliés, que ce soit les avions, par exemple. Du côté de la Réunion, nos bateaux travaillent très régulièrement avec un tornier séchellois. Voilà, les Seychelles qui ont un avion de patrouille maritime et qui va dans notre frégate, son hélicoptère embarqué, et l'avion de patrouille maritime, lui qui vole plus loin, plus vite, plus longtemps, qui voit mieux, va guider la frégate et son hélicoptère pour aller intercepter. On a encore 3 questions. Merci pour votre présentation. Moi j'ai une question puis un témoignage. Alors, je vais peut-être commencer par un témoignage, ça éclairera ma question, puis je vais juste me présenter. Je suis Michael Lachaud, directeur régional des douanes à Marseille. Alors c'est pas en ma qualité que j'interviens, plutôt au regard du binôme que je formais avec mon camarade d'à côté qui lui représentait les forces armées aux Antilles. J'étais le chef de la DNRD Antilles-Guyane. Donc pendant 4 ans. Alors la synthèse est très bien faite. En fait, ça a été bien dit, hein, c'est un vrai combat. Moi, c'est le témoignage, c'est de dire que c'est une vraie combinaison de forces. Alors après, on peut se poser des questions de société. Est-ce que tous ces efforts valent le coup, etc. Mais ça, c'est du politique, c'est pas du stratégique et pas de l'opérationnel. En tout cas, je trouve que, et c'est peut-être pas toujours vu, en tout cas, c'est pas toujours vu à travers la communication que font chacune des institutions, c'est une vraie complémentarité d'action. Et il faut bien voir qu'un moyen à la mer, vous avez dit que c'est les Antilles, la zone Antilles, c'est 2 fois la Méditerranée. Si on met un bateau gris au milieu de l'eau, il risque de faire des tours dans l'eau pendant longtemps. Donc il y a tout l'intérêt de l'ITEL, français, étranger, et la combinaison des forces. Donc ça, c'était le témoignage. Ça me donne l'occasion de retrouver 10 ans après mon camarade lors de cette conférence. Donc, voilà. Et ensuite, ma question, est-ce que vous, au titre de la Marine nationale, vous avez renforcé vos moyens au cours des années et est-ce que vous chiffrez le coût de cette mission-là en termes d'emploi homme-machine? Alors, question sur le renforcement. Oui, pour la partie anti-Guyane. Clairement, on a fait le choix de maintenir 2 frégates de surveillance à Martinique, de la renforcer d'un PAG et d'un patrouilleur anti-Guyane et d'un BCOM. C'est une des zones en fait où on met le plus de moyens sur zone.
termes de renforcement et de jours de mer, c'est toujours un peu compliqué de répondre parce que comme j'expliquais, nos bateaux en fait essaient de faire le tout en même temps. Ils vont, par exemple, un bateau qui part en mission en océan Indien, il va aller patrouiller dans le détroit de Bab-el-Mandeb, intervenir contre les drone-outils. Et puis 3 jours après, pendant qu'il va en patrouille pour aller faire une escale à Abu Dhabi, et ben, on va lui dire non, tu vas pas à Abu Dhabi, tu vas t'arrêter, tu vas arrêter un boutre quoi, et intercepter de la drogue. C'est un peu délicat, je ne saurais pas vous dire en fait en termes de chiffrage exactement la part de jours de mer, de demeure qu'on peut attribuer à ça, mais nos bateaux, nos équipages, nos commandants, en fait, dès qu'ils peuvent, dès qu'ils ont le temps physique en fait, sur leur pile d'aller intercepter, d'avoir un petit peu de temps pour contribuer, pour attraper du renseignement, prendre des photos d'un client, les envoyer à l'état-major, ils le font. Ils le font parce que c'est dans l'ADN du marin. Alors après, on a des zones, vous disiez, aux Antilles-Guyane, j'ai été commandant de l'opération du Ventose, peut-être un peu très longtemps, j'étais entre 2013 et 2015. On a dû creuser peut-être là-bas. C'est des équipages fantastiques. En fait, on est tout le temps quasiment d'alerte. On a pareil sur un claquement de doigts parce qu'il y a eu un renseignement. Nos camarades douaniers, ils ont vu un truc à 200 nautiques de la Martinique. Et ben, on rappelle tout le monde, on y va, on a pareil. On se pose pas de questions. Et pour les équipages de la marine, quand on fait une belle saisie, on est content. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Commandant, on a ici une question d'ordre financier. Oui. Peut-être que vous avez suscité des vocations, mais vous allez voir la question. Moi, j'ai ça avec humour en fait. Bonsoir, je vous rassure, pas de vocation dans ce domaine-là. Je voulais simplement poser une question sur, vous avez évoqué un chiffre d'affaires de 1000 milliards de dollars, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez une idée de taux de marge qui est dégagé par ce chiffre d'affaires? Parce que vu les moyens engagés par les trafiquants, qui ne sont pas moindres, ouais, je pense que ce serait peut-être intéressant de savoir en fait combien ça rapporte. Ça rapporte énormément et à tous les niveaux de la chaîne, de la production. Alors après, je ne vous dirais pas que le paysan en Colombie qui passe ses journées à ramasser la coca, il ne va pas gagner beaucoup, hein. C'est plutôt des esclaves. C'est des beaux gens. Au même titre que le membre d'équipage du boutre qui est en océan Indien, qui fait. C'est souvent des pauvres marins. Il y a pas, moi en mer, j'ai jamais rencontré de mecs avec des Rolex ou des. Voilà, mais là j'ai réfléchi là, donc alors c'est des chiffres qui ne sont pas forcément à jour, mais ça vous donne une idée en fait. Un kilo de cocaïne en Colombie, vous allez le trouver pour 2000 $. Et puis vous allez le trouver pour 25 000 $ aux États-Unis et jusqu'à 100 000 $ en Australie. Les marges à chaque étape sont juste faramineuses, quoi. Ce qui fait que ça demeure un des marchés illégal, honteux, scandaleux, dangereux, tout ce qu'on veut, hein, mais il est parmi les plus lucratifs sur la planète. Encore une question. C'est vrai que peut-être des marges, mais bon, pour les Marseillais que nous sommes, on voit bien que ça reste quand même un métier très dangereux. Deux questions à poser. La Oui, première, monsieur. c'est est-ce que le dispositif que vous nous avez décrit ici, qui semble assez extraordinaire sur la planète, se retrouve pour les autres pays, Angleterre, autres pays qui ont un dispositif identique avec lequel vous seriez en collaboration et en liaison? Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'on est les seuls, quoi, voilà. Oui, il y en a d'autres. Non, nous ne sommes pas seuls. Et deuxièmement, j'ai lu dans la presse dernièrement qu'une association s'était constituée pour le droit des consommateurs de drogue. Je n'en fais pas partie, bien entendu, mais une association s'est créée pour la liberté de la consommation à ne pas confondre avec la vente, avec le trafic. Et donc on se trouve dans une situation assez extraordinaire, parce qu'ici à Marseille, on est quand même assez en pointe. Même le président de la République était venu
en opération coup de poing avec pour lutter contre. Et finalement, on se demande quel résultat. Voilà. Moi, ce que je peux dire, enfin, excusez-moi, mais commandant, c'est que la politique du président de la République et du préfet des Bouches-du-Rhône, c'est justement aussi de lutter contre les consommateurs. C'est certainement pas de leur donner de la liberté et justement, c'est de faire prendre conscience que les consommateurs, ce sont aussi des criminels, puisqu'ils sont responsables des morts et des règlements de compte. Voilà, je voulais juste intervenir, mais je vous laisse répondre. Alors, pour la première partie de votre question, pardon, donc nous ne sommes pas seuls, comme dit le général de Gaulle. On a vraiment des partenaires très nombreux, notamment en Europe. Vous avez une organisation qui s'appelle le MAOC-N, qui est basée à Lisbonne, qui est un peu une émanation, pas de l'Union européenne, mais de pays européens, une initiative de pays européens. Ça s'appelle, attendez, l'acronyme de MAOC-N. Maritime Analysis Operational Maritime Analysis Operation Center Aide pour narcotrafic. Narcotics. Voilà. Merci monsieur. MAOC-N, qui est basé à Lisbonne, qui regroupe à la base de mémoire 8 pays européens, plus la Grande-Bretagne, j'ai plus tous les noms, mais globalement la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, d'autres pays, qui sont d'autres pays qui s'agrègent en fait et qui viennent travailler en réseau. Comment ça marche en fait? Les pays vont donner des cas. Je ne vais pas rentrer dans le trou dans le détail, mais globalement, voilà, j'ai quelque chose là, sur cette partie des mers du monde. Moi, j'ai pas forcément de moyens à côté. Est-ce que ça vous intéresse? Et là, l'Italie, la France va dire oui, moi ça m'intéresse, j'ai un bateau à côté, je vais y aller. Voilà, donc, le MAOC-N, c'est une des organismes. Vous avez, quand on est aux Antilles, on travaille tous les jours avec, plus ou moins réussite, mais avec notamment les Américains qui ont différents organismes. Vous avez à Key West, vous avez ce qu'on appelle le GATF South, qui est une espèce de méga structure qui va englober la marine, les gardes-côtes, la DEA, les douanes, etc. Et on va échanger du renseignement avec eux. Et puis en franco-français, j'en parlais tout à l'heure, les camarades douaniers qui font un sacré boulot dans le domaine aussi. Voilà. Merci, commandant. Je pense qu'on va pouvoir donc repartir avec plein d'informations. Merci encore pour cette conférence. Vous avez un commentaire? Oui, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais voilà, c'est une question rapide. Oui. C'est un commentaire. Non, c'est un commentaire, parce que j'étais l'officier de liaison justement à la GATF South il y a quelques années, dans une vie antérieure, et puis je fais des opérations aux Antilles aussi dans une vie antérieure, avec la marine nucléaire. Pour vous dire que les études américaines montrent que, par exemple, pour que l'impact sur les narcotrafiquants soit intéressant, commence à avoir un impact financier, il faudrait intercepter 30% du transit de la cocaïne. Voilà. Donc, quand on parlait des marges. Voilà. Donc on n'y est pas encore. Merci encore, commandant, et puis je vous donne rendez-vous le